Bon, alors, Élie, qu'on est très heureux d'avoir retrouvé, est maître de conférence à l'Institut de recherche philosophique de Paris, de l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Et voilà, il travaille essentiellement sur les relations entre éthique individuelle et métaphysique, mais enfin, un long et une très, très riche bibliographie sur les rapports entre le temps et l'espace, qui, voilà, c'est entre la métaphysique, la philosophie des sciences et l'esthétique. Et ça fait plusieurs fois donc on a le grand plaisir de collaborer avec lui sur différents projets littéraires, narratologiques. On a notamment travaillé sur le hasard récemment. Donc voilà, je cite quand même quelques-uns de tes ouvrages, Élie, qui sont passionnants pour ceux dont on s'occupe même cette année-là. Je pense aux éditions critiques des œuvres de Bergson, Durée et simultanéité. Je pense aussi à La querelle du temps, Bergson et Einstein, qui était sorti au PUF en 2015, et puis à des travaux qui étaient consacrés plus au cinéma, dont il s'agira ici aussi. Il y avait notamment Faux raccord, la coexistence des images à Actes Sud, mais il y avait aussi sur la question de la simultanéité qui va revenir dans le propos d'aujourd'hui, Temps flottant, introduction à la vie simultanée, qui a été publié chez Bayard en 2015. Voilà, donc je pense que tout le monde a eu le petit résumé là, de la présentation de la séance d'aujourd'hui. Si le titre n'a pas changé, c'est Où se cache l'espace dans le monde narré, et il s'agit de littérature et de cinéma. Voilà. C'est un extrait en VO non sous-titré d'un film de Wong Kar-wai, 2046. Et c'est une scène de ménage domestique, enfin en appartement, qui me semble en fait quasiment nécessaire pour comprendre de quoi il en retourne. Quelle est l'intuition que j'essaie de traquer sous cette idée d'un espace narré qui serait caché quelque part dans le récit. Alors, il s'agit d'un film, et donc une partie de mon propos consistera à suggérer de quelle façon les études cinématographiques, disons les outils narratologiques appliqués au récit filmique peuvent permettre d'avancer dans la question de cet espace secret, cet espace caché qui m'intéresse. Le point étant que dans les films de ce genre, mais en fait, depuis le début dans l'histoire du cinéma, la question de l'espace monté, de l'espace truqué, comme dit Bonitzer dans le texte que j'ai fait figurer dans mon exemplier, se pose de façon évidente, de façon immédiate. C'est-à-dire qu'on a affaire à la fois à un espace qui s'impose par son évidence immersive, le champ filmique, la profondeur de champ, tout ce qui a été thématisé si bien par Bazin, ça aussi, ça figure dans l'exemplier, mais aussi au revers, et comme au revers de cette évidence spatiale du film, ou de la perspective filmique, il y a quelque chose de plus étrange qui tient vraiment au procédé de montage, et donc ils deviennent absolument flagrants, quasiment emphatiques, dans des séquences de ce genre. Donc je l'envoie quasiment sans commentaire. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ces gens ont eu une liaison, c'est apparent au bout de 10 secondes, et que manifestement, ça se passe mal. Mais ce qui nous intéresse, c'est la constitution de l'espace autour de ce couple. 唔會喎。你对所有女人都一样是吧？有例外嘅。谁啊？我阿媽。你正经点好不好？我是不介意你有其他女人，可是我不能跟她们一样了。不管你喜不喜欢我，反正我是喜欢你的。我后来再也没有带其他男人回来过。希望你以后也别带其他女人了。能答应我吗？唔得喎。好啊，我们到此为止。我
不会缠着你，你以后也别来找我。这10块钱你拿着，今天晚上我嫖你。 多謝喎。 Bon, donc je m'arrête là. Et donc je dirais que sans commentaire, je ne m'intéresse pas du tout là au récit pour lui-même, au récit de ce film-là, mais je prends ça comme exemple d'une construction dans cette séquence précise. Ce n'est pas à l'échelle du film entier, mais dans cette séquence en particulier, d'une construction d'espace par des procédés de montage, ils sont multiples, et dans des directions très diverses, qui, de façon quasiment systématique, c'est presque un cas d'école, hein, contredisent les règles de bienséance, disons, qui se sont consolidées dans la grammaire classique du cinéma, disons, autour des années 30, à savoir qu'on construit des champs contre champs en évitant de transgresser la ligne virtuelle, la fameuse règle des 180 degrés qui rendrait les raccords incohérents. Là, ils sont quasiment systématiquement incohérents. Et ça va plus loin que ça, et j'aurais même de la peine à le décrire en termes techniques, mais les placements de caméra et les choix de cadrage un peu étranges, où les personnages sont systématiquement écrasés contre un des bords de l'écran, font qu'on a parfois même du mal à concevoir simplement qu'ils coexistent dans le même espace. D'accord ? Il y a notamment cette scène où elle s'échappe vers ce qu'on imagine être un couloir latéral, ou peut-être dans la continuité du plan. Là aussi, la notion de profondeur de champ est complètement niée, elle est écrasée, quasiment pas de volume. Et puis elle réapparaît par le côté, d'accord, à 90 degrés, comme si elle avait emprunté un raccourci entre le 24 rue Lomont et le 29 rue du Loup, ce qui m'est arrivé tout à l'heure en suivant un peu trop scrupuleusement les instructions de l'annonce. Bref, le cinéma est capable de ça, d'accord, de construire de façon à nouveau emphatique, maniériste, quelque chose comme un espace non seulement artificiel, complètement fictif, mais quasiment incohérent, si on essayait de le rapporter à un référent externe habituel. Bon, quel que soit le F2 ou le F3 qu'on imagine, c'est-à-dire la configuration d'appartement, là, qu'on imagine pour cette scène conjugale, on aurait du mal tout simplement à commencer même à le dessiner sur une feuille de papier. Comme Marie-Laure Ryan dit qu'on devrait pouvoir le faire dans un récit bien mené. Alors, évidemment, certains récits littéraires, certaines fictions littéraires emploient des procédés du même genre, des procédés de raccord, l'alternance des voix, des procédés polyphoniques en un sens très large, permettent d'obtenir des effets de désorientation du même ordre. Mais disons, pour ce qui est de la référence spatiale, les choses sont beaucoup plus immédiates à nouveau au cinéma, parce qu'on a en effet affaire à des plans qui se donnent immédiatement comme des représentations d'espace, qui suggèrent de mille façons des procédés de figuration perspective qu'on associe plus ou moins directement tantôt à la photographie, tantôt à la tradition picturale. Tout ça va de soi, j'enfonce des portes ouvertes, mais maintenant je veux en venir à mon propos, et j'aimerais démarrer par, là aussi, sans ménager de transition en forme, j'aimerais immédiatement introduire un matériau théorique un peu âpre, hein, c'est vraiment de la philosophie, c'est de l'ontologie de l'œuvre d'art, en l'occurrence de l'œuvre littéraire. C'est le livre de Roman Garden, publié, si je ne dis pas de bêtises, en 1936, l'œuvre d'art littéraire, donc, dans la traduction publiée à l'âge d'homme. Donc c'est un livre très important que Ingarden a repris, sur lequel il est revenu, qui a pas mal circulé chez les philosophes d'abord, ensuite, dans une moindre mesure, chez les spécialistes de la littérature et même de la narratologie. Il est cité par Zoran, dont j'ai fait circuler le texte sur l'espace marée. Et je voudrais prélever 2-3 idées qui me paraissent intéressantes et même un peu étonnantes dans les paragraphes 34-35 de ce livre, qui sont consacrés, alors c'est une section qui est consacrée tout entière à ce qu'il appelle la couche dans l'ontologie des objets littéraires. Il y a des couches, hein, c'est une ontologie stratifiée qui correspond à des aspects, à divers aspects ou dimensions de l'objet littéraire. Il y a une couche qui est consacrée à ce que la littérature ou le récit
est capable de configurer, à savoir des objets d'un certain genre, des objets qui peuvent avoir des référents externes, associés à des référents externes, bon, des personnages, des lieux physiques, etc. Il s'intéresse aux objets figurés, aux objets tels qu'ils sont figurés et configurés, c'est-à-dire disposés, mis en cohérence dans le cadre de récits. Et il dit à cette occasion plusieurs choses plus ou moins étonnantes. La première, elle consiste simplement à rappeler, et j'en profite là, ça permet d'envoyer sur quelques généralités avant d'entrer dans le vif des choses. Il nous rappelle qu'en effet, espace se dit en des sens multiples. C'est toujours un peu gênant. C'est pas, là, je commençais avec une scène où je supposais qu'on se rapportait à ce film en situant spontanément ces personnages dans un espace domestique qui pourrait être la scène d'un appartement. Bon, à vrai dire, on n'y est pas absolument contraint, mais on le fait spontanément. Bon, l'espace de l'appartement, on le rapporte aussi spontanément, quoi qu'on veuille, à un espace ambiant. C'est la première notion d'espace qu'introduit Ingarden. Un espace ambiant, un espace cosmique, un Weltraum, qui constitue en quelque sorte la scène totale et qui peut être déterminé de façon plus ou moins précise comme univers physique ou champ social, comme vous voudrez. Ensuite, il y a quelque chose de plus régional qu'il identifie comme l'espace d'orientation, c'est le terme, qui appartient, dit-il, au mode de donation, au mode de manifestation perceptif originaire des objets existants, des objets individuels, pour autant qu'ils sont perçus, portent avec eux, sont d'emblée inscrits dans un champ perceptif qu'ils désignent comme un espace d'orientation. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ils sont donnés, un spectateur, un sujet de la perception, eh ben, ils sont inséparables d'un espace d'orientation, c'est-à-dire qu'on peut leur faire face, on peut tourner autour, on peut chercher à les attraper, etc. Bon, tout ça dans le champ de la perception. À côté de ça, il dit évidemment, on a en tête aussi, quand on parle d'espace, des notions géométriques, plus ou moins idéales, des notions formelles. Donc l'espace au sens de l'espace euclidien, puis des notions abstraites comme la notion de dimension, de direction, la notion de point, de ligne, et au fond, toutes les dimensions formelles du mouvement qu'on peut associer à cette espèce d'arrière-plan idéal qui est l'espace géométrique. Et enfin, et c'est à ça qu'il voulait venir, et que c'est ça qui doit nous intéresser au premier chef, il y a quelque chose qu'il appelle l'espace de représentation, qu'il présente comme un espace propre, un espace sui generis, qui, dit-il, appartient au monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête. Quand il dit espace de représentation, ce n'est pas un espace mental, c'est un espace qui est posé, présenté comme appartenant au monde, mais au monde en tant qu'il est figuré. Donc, au monde de l'œuvre d'art, pour aller vite. Au monde représenté. Et évidemment, sans résoudre vraiment la question, il dit on peut supposer qu'il y a des aspects ou des caractères invariants à toutes ces notions d'espace. On va pouvoir retrouver dans l'espace de représentation, en particulier, des traits qui sont communs à toutes ces notions d'espace qu'on vient d'énumérer. Bon, et il ne s'appesantit pas sur la question, et je crois qu'il a raison, au fond, c'est en travaillant qu'on voit, mettant les choses en œuvre, qu'on voit si on a besoin de maintenir ce concept d'espace, de spatialité, qui serait un concept plus englobant peut-être, ou si à un moment donné, il ne faut pas s'en débarrasser pour de bon, parce qu'il est hétéronyme, parce qu'il est trop hétérogène. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'espace de représentation, Ingarden dit qu'il y a deux caractéristiques principales qu'il faut maintenir en vue et qui sont immédiatement frappantes quand on regarde comment l'espace se déploie dans le cadre, par exemple, d'une narration littéraire, mais aussi bien, au fond, dans le cinéma. Il donne quelques exemples de cinéma. Il y a le premier point, c'est qu'en réalité, toute scène, toute portion d'espace, toute scène disposée dans l'espace de représentation renvoie naturellement à quelque chose qui la déborde, à un espace de plongement ou un espace englobant ou enveloppant qui est en tant que tel illimité ou plus exactement indéfini. Il dit il est ni limité, cet espace enveloppant. On suppose qu'on est obligé de poser au-delà des limites tangibles, par exemple de l'appartement dans la scène de Wong Kar-wai. Il est ni limité, c'est-à-dire fini, ni à proprement parler infini, au sens
ou peut l'être l'espace géométrique, ou même, disons, l'univers physique. On s'accorde à le représenter, à l'imaginer comme infini, ce qu'il n'est pas, d'après les meilleures théories physiques, donc peu importe. Il n'est ni limité ni infini, il est illimité ou non limité au sens de l'indéfini. Et donc, il donne comme exemple justement une chambre, d'accord ? Supposons une scène de récit où des protagonistes se rencontrent dans une chambre, dans une pièce. Elle est en principe enveloppée, elle fait partie de quelque chose de plus vaste, d'un espace enveloppant qui demeure indéterminé. Et là, il renvoie à Kant en disant qu'en effet, des philosophes comme Kant ont analysé le concept même d'espace en montrant qu'il appartient en quelque sorte à l'essence de la spatialité de s'offrir comme une grandeur virtuellement illimitée, sans limite, sans discontinuité au sens d'un bord ou d'un cadre qui en marquerait la fin. L'espace est toujours présupposé comme ce dans quoi on découpe des lieux, ce dans quoi on identifie des portions d'espace, des scènes, des pièces, des chambres, etc. Et à la limite, des points. Bon. Enfin, ça, c'est le premier trait de la spatialité, et ça vaut en particulier, et notamment pour l'espace de représentation, c'est que là, de façon absolument évidente, toute scène figurée, toute portion d'espace représentée renvoie de façon plus ou moins directe à des entours qui, de proche en proche, nous ramènent à l'idée d'un espace total qui serait l'espace de plongement ou d'enveloppement de toutes les localités. Bon. Deuxième point, et en fait, il prolonge la même intuition, il dit les chemins entre A et B, entre deux localités données, sont idéalement continus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de les imaginer comme pouvant être reliés de façon continue, de proche en proche, par une série d'intermédiaires qu'on parcourrait successivement, sans discontinuité, mais en pratique, dans l'espace de représentation, les espaces figurés apparaissent le plus souvent séparés par des intervalles qui sont en fait des lacunes. Il dit que l'espace de représentation, il est troué, il est plein de zones d'indétermination parce que justement l'espace effectivement figuré n'inscrit pas de façon complète, de façon exhaustive, toutes les transitions, toutes les phases intermédiaires entre les localités figurées. Il n'y a pas de transition spatiale claire. Donc on a, et là c'est le premier sujet d'étonnement, on a le sentiment que ce qui est présupposé dans toute représentation d'espace, cet espace de représentation qui est comme la condition, un philosophe dirait transcendantale, de toute construction spatiale, de toute configuration spatiale, c'est un espace qui se donne de fait comme déconnecté, comme épars, comme indéfini, et même plein de zones d'indétermination, et pourtant qu'on est porté à tenir pour d'un seul tenant, comme un bloc qui tient d'une pièce. Alors déjà, c'est quelque chose de difficile à se représenter. Ça montre que l'espace de représentation dans ces questions, qui pour lui est une sorte de plan zéro, de condition ultime de tout travail de figuration d'espace, c'est quelque chose d'un peu étonnant qui déborde les limites de l'imagination figurante, c'est-à-dire il faut à la fois le penser comme déconnecté, plein de zones d'indétermination, et comme total. Bon. L'article de Zoran, soit dit en passant, travaille ce motif d'un espace total qui serait à l'horizon du travail de configuration spatiale dans le récit, notamment littéraire. Et il y revient de loin en loin, et en fait l'article culmine là-dessus. Les 2 dernières pages sont consacrées vraiment à cette question, cette espèce d'espace monstrueux qui affleure au revers de l'espace représenté ou configuré, comme sa condition et son horizon. Et Ingarden, lui, part de là. Il part de là parce que ça lui semble être ce qui distingue véritablement le travail de mise en fiction ou de fictionnement de l'espace, dont témoigne l'œuvre littéraire, c'est que d'emblée, elle nous installe en fait dans cet horizon-là, d'un espace de représentation qui, maintenant, vous avez compris, n'est pas exactement la même chose que l'espace figuré par les moyens du récit, mais qui en est en quelque sorte... alors, topologiquement, si on reprend l'image qu'il donne, qui en est l'horizon ou qui en constitue le halo, ou l'espace enveloppant,
Ou alors, d'un point de vue logique, d'un point de vue formel, on pourrait dire qu'il en constitue simplement la condition. C'est-à-dire que si on analyse ce qui est requis, ce qui est implicite dans tout travail de construction d'espace, on est renvoyé à cette espèce de plan de construction ultime. Deleuze dirait un plan d'immanence à partir duquel on opère pour configurer des espaces particuliers. Bon, alors jusque-là, en fait, le geste est assez classique. On pourrait dire, voilà, il donne une version phénoménologique de choses qu'on pourrait trouver dans l'esthétique transcendantale de Kant, hein, l'ouverture de la critique de la raison pure. Et au fond, ça n'a pas de conséquences directes narratologiques directes sur le travail précisément de construction d'espace, de figuration d'espace, puisque au niveau de l'espace figuré, on n'a jamais directement affaire à l'espace de représentation. Moi, j'aimerais vous convaincre que c'est quand même un des enjeux de toute figuration ou configuration spatiale dans les récits, filmiques ou littéraires, c'est qu'en fait, on a toujours affaire, et pas simplement à l'horizon de ce travail, ou quand on prend de la distance et qu'on reformule l'expérience du récit en mode philosophique, mais je dirais directement de l'intérieur même de l'épreuve de l'intrigue, de son déroulement, on a affaire de plein de façons à cet espace de représentation un peu bizarre que je viens d'évoquer en termes très, très généraux. Bon, évidemment, Ingarden est conscient que les conséquences ne sont pas aussi massives qu'il peut sembler, puisque à première vue, on va dire que la pratique ordinaire de la lecture, elle consiste précisément pour le lecteur à surmonter, et il le fait très aisément, à surmonter la difficulté de principe que j'indiquais, c'est-à-dire un espace qui est à la fois d'un seul tenant et complètement troué, disloqué, c'est-à-dire, je le cite, un regard imaginant, un regard vivant et intuitif, celui du lecteur, qui se laisse prendre et embarquer par le récit, fait le lien, opère le lien par tout un jeu de procédés d'interpolation, de filling in, comme on dit aujourd'hui, et il est évidemment accompagné dans ce travail par l'auteur, par celui qui, au premier chef, est responsable de la mise en récit de l'espace, et ça nous renverrait donc au procédé, Ingarden appelle les procédés d'exposition du récit ou de l'espace figuré. Et j'y viendrai dans un instant, en parcourant quelques clés que donne à la fois Zoran, que j'ai déjà évoqué, et Marie-Laure Ryan dans son texte de synthèse qui s'intitule Space et qui figure dans un des handbooks de narratologie, je ne sais plus exactement lequel, mais enfin, il est facile à trouver, et il figure parmi mes références bibliographiques. Bon, donc là, je dirais quelques mots quand même des procédés de construction ou d'exposition les plus classiques de l'espace figuré ou configuré. Mais je veux rester un moment quand même, m'attarder un peu davantage sur l'espace de représentation pour marquer maintenant le moment où ça commence à devenir vraiment bizarre et conceptuellement bizarre. Jusque-là, tout se tenait, mais, dit Ingarden, quelques paragraphes plus loin, il dit « il y a encore quelque chose », comme s'il se reprenait. Et il tient à faire valoir, et on ne voit pas très bien pourquoi exactement dans la logique de son raisonnement, mais il tient à faire valoir, comme une propriété singulière de l'espace de représentation, qu'il constitue aussi, de façon cette fois-ci opératoire, de façon concrète, une sorte de plan contre lequel, ou sur le fond duquel, un plan de spatialité pure, sur le fond duquel vont se détacher les données, il dit, fluentes, hétérogènes, qui constituent, on pourrait dire, la matière sensible de l'espace construit. Et il évoque à cet égard quelque chose comme un médium nébuleux, un phénomène sui generis, tout à fait positif, hein, ce n'est pas quelque chose de négatif, qui se signalerait simplement par des propriétés négatives. Hein, là, il ne s'agit plus de dire simplement qu'il est non défini, indéterminé, illimité. Il dit qu'il y a quelque chose comme un médium nébuleux et qui est, à strictement parler, le véritable cœur, le noyau sensible de l'espace de représentation. Et c'est sensible. Et il va assez loin en disant que si vous fermez les yeux et que vous laissez porter en imagination par les suggestions spatiales du récit, vous allez voir des éléments divers, des données, une sorte de référence sensible ou de correspondance sensible dans la réalité, s'agglomérer sur un fond que vous pouvez faire refluer au premier plan et qui est ce fond nébuleux, un espace qui est en quelque sorte la matière même
de la représentation. Donc, il dit que c'est un espace qui est immanent au vécu de la représentation. Ce n'est pas un espace représenté, ce n'est pas un espace qui serait en quelque sorte visé par des actes intentionnels de figuration, de représentation. C'est comme la trame même de la représentation qui peut affleurer sous certaines conditions, si on parvient en quelque sorte à laisser flotter son esprit, à se détacher un moment de ce qui est montré pour faire attention à la façon dont ça se montre. Et évidemment, la bizarrerie, c'est que dans la manière dont les choses se développent, en explicitant cette espèce d'obscurité nébuleuse qui est le fond de toute représentation, il en vient presque naturellement à dire ou à suggérer que c'est sur ce fond-là que travaille la mise en récit de l'espace, sa configuration par le récit, au sens où, au fond, ce qu'on demande au lecteur et ce que suggère le narrateur, c'est d'effectuer sur un fond indéterminé, qui est en fait l'espace de représentation, des prélèvements, un peu comme si un promeneur était conduit à traverser un espace et à s'arrêter de loin en loin pour, en quelque sorte, le détailler, pour concrétiser ce qu'il voit là, ici ou là. Comme si, au fond, c'était la matière même de la représentation qui constituait, cette fois-ci non plus une sorte de condition transcendantale, mais le support, au fond, le support premier d'un certain nombre d'opérations, de prélèvement, de sélection, de découpe, de cadrage. Et ça, c'est évidemment très bizarre parce que la question qui se pose immédiatement, c'est qu'est-ce que c'est que cet espace dont il vient de dire qu'on ne pouvait pas en dire grand-chose, sinon négativement, qui était illimité, indéfini, indéterminé. Le mieux qu'on puisse dire positivement, c'est qu'il est nébuleux. Bon, pas dire grand-chose de plus. Il a beau dire que c'est une détermination positive. Bon, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est concret, que ce n'est pas une abstraction. Mais enfin, dire ensuite que c'est sur ce fond-là que sont prélevées, découpées des choses, ça paraît tout à fait étrange. Et pourtant, je crois qu'il y a là une intuition assez forte. C'est une intuition assez forte qu'on peut essayer de préciser en se rapportant justement par un jeu de va-et-vient, de façon comparatiste, à des opérations qui sont propres au récit filmique. Où là, on travaille sur une matière qui est un peu différente de celle du récit littéraire. Je ne m'appesantis pas là-dessus, c'est quand même une évidence, c'est que bon, au cinéma, on filme, on enregistre, et ensuite on monte, on compose des images qui sont prélevées directement sur la réalité. D'accord ? On ne travaille pas sur une matière qui est d'emblée codée. Et donc, il y a en effet un codage, il y a des opérations de sémiotisation qui sont de second niveau, qui travaillent sur une matière d'image qui est elle-même un premier prélèvement ou enregistrement du réel, bon, des acteurs sur une scène, sur un plateau, etc. Ben, néanmoins, la comparaison est possible et je pense même elle est précisément intéressante parce que le cinéma, étant donné ce que je viens de dire, étant donné qu'il travaille sur une image qui a déjà un caractère de spatialité en elle-même, en tant qu'image, en tant qu'enregistrement d'une réalité référent spatial externe, elle a une spatialité interne à partir de laquelle on travaille pour configurer l'espace proprement filmique, précisément parce que l'espace est en quelque sorte présent d'une manière sensible, en un sens qui n'a pas d'équivalent dans le texte littéraire. Bon, le médium est quand même essentiellement temporel. Donc, je laisse délibérément de côté tout ce qui relève, et peut-être en anticipant des questions que vous auriez. Je ne m'intéresse pas du tout ici à la dimension spatiale du texte en tant qu'il est dans sa présence graphique, et même en tant qu'il suggère un mode de spatialité peut-être plus abstrait qui serait lié à des formes de découpage en séquences ou en chapitres. Je laisse de côté cette dimension spatiale que le texte peut acquérir, je dirais, dans un second temps, pour m'intéresser simplement aux procédés habituels qui consistent simplement à mettre en scène une voix ou des voix associées plus ou moins étroitement à des personnages qui, tous ensemble, composent quelque chose comme un espace qui n'a absolument pas de présence matérielle, physique,
au niveau du texte, mais qui est en quelque sorte une pure construction, une pure fiction textuelle. Bon. Dans le cinéma, c'est différent parce que l'espace, il est en quelque sorte déjà présent sous la forme d'une sorte de spatialité intrinsèque, inhérente à l'image. Et on travaille ensuite à un second niveau en composant ces images pour configurer des espaces proprement filmiques. Alors maintenant, j'en viens à mes textes, mon exemplier, là, mes textes sur le cinéma. Et je veux rapidement les parcourir pour vous montrer l'opération, en fait. Et là, je vais très vite, hein, je le ferai vraiment sans médiation théorique particulière. Là, je vais vous montrer la trajectoire qui fait que d'une thèse très forte, très originale, qui était celle d'André Bazin, développée dans les années d'après-guerre et qui a eu beaucoup d'écho, notamment chez des auteurs notamment chez Deleuze, pour aller vite. Une thèse qui a chez Bazin un ancrage phénoménologique assez clair concernant l'expérience de l'espace au cinéma. On passe par une série de déboîtages, décadrages vers une conception un peu plus compliquée des mêmes objets, des mêmes questions chez des auteurs comme Noël Burch et Pascal Bonitzer, plutôt dans les années 60, années 70. Et vous allez voir pourquoi ça nous intéresse, parce que précisément, ce qui est en jeu là, c'est l'interprétation qu'il convient de donner à un des procédés fondamentaux du cinéma, mais qui a son équivalent, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la fiction littéraire, et qui est le procédé de montage qui fait apparaître et jouer l'un contre l'autre ce qu'on appelle un champ et un contre-champ. Le problème plus général, c'est celui du hors-champ, le cinéma. Quand vous avez une scène filmée, quand vous avez un plan de cinéma, il y a des choses que vous voyez qui sont données à voir, qui s'étalent dans la profondeur de champ, et puis il y en a d'autres qui sont occultées, tout simplement par les limites, par la découpe, par le cadrage qui est choisi à ce moment donné par le réalisateur. C'est que la caméra n'enregistre pas à 360 degrés tout le réel physique. Et donc, il y a déjà une première découpe spatiale qui est opérée simplement par le placement de la caméra, donc un certain choix de cadrage. Si c'est une caméra mobile, travelling, panoramique, etc., c'est une série de cadrages et de décadrages, plus ou moins continus, qui produit quelque chose du même ordre, c'est-à-dire une constitution perpétuelle de zones de hors-champ qui bordent comme un halo ce qui est donné en plein champ. Bon. L'interprétation que donne Bazin de ce procédé très général, qui lui semble être au fond un des traits spécifiques du cinéma, et dont on retrouve des équivalents dans des procédés de focalisation et de mise en perspective dans le récit littéraire. Bazin en dit qu'il obéit à une logique qui est foncièrement antithéâtrale, précisément parce que le hors-champ n'est pas délimité au sens où pourrait le faire un cadre. J'ai dit cadrage parce que c'est le terme technique qui est utilisé, mais là, il y a une opération philosophique qui consiste à requalifier le cadre comme un cache, à dire qu'en fait, ce cadre n'est pas comme les limites externes d'un tableau qui le borderait et qui découperait une scène. Le cadre le cadrage au cinéma ne fonctionne justement pas comme le cadre au tableau, ou c'est en ce sens que c'est un paradigme antithéâtral, ou comme les coulisses ou le hors-scène au théâtre. Il fonctionne comme un cache, c'est-à-dire qu'il faut littéralement le représenter comme une découpe mobile qui effectue un prélèvement continu sur un réel qui déborde de toutes parts, centrifuge, dont il faudrait dire, pour être tout à fait juste, qu'il traverse l'écran. C'est comme si l'écran était traversé par des mouvements de monde, des mouvements virtuellement sans limite, et que la caméra intercepterait. Un procédé d'interception, d'accord ? C'est ça le cache. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cadre qui est essentiellement centripète, c'est-à-dire qui organise enfin, converger en quelque sorte les lignes visuelles vers un horizon et des points à l'horizon, les éléments d'une scène. On pourrait dire, au fond, ce qu'essaye de dire Bazin, c'est que le plan de cinéma n'est pas du tout une scène. Ni une scène picturale, ni une scène de théâtre, parce que, à nouveau, il a un rapport à la réalité, à son référent réel, les mouvements du monde, qui est celui d'une interception
ou d'une sorte de stabilisation précaire, momentanée. Donc, il y a un monde fluide de l'écran qui ne cesse de le traverser et qui fait, et là, en fait, je disais tout à l'heure, c'est des thèses d'inspiration phénoménologique. En fait, il dit autrement ce que Merleau-Ponty disait déjà du phénomène même de la perception, c'est que ce qui est invisible, littéralement invisible, c'est-à-dire caché ou non vu, non visible, et pourtant virtuellement présent, non seulement existe, c'est ce qu'il dit, hein, quand quelqu'un sort du champ, il continue à exister, dit Bazin, mais il faut aller plus loin, il continue à être présent, même hors champ. Au sens, précisément, où Merleau-Ponty pouvait dire que votre propre dos, ou par extension, le dos de l'arbre que je vois là dans la cour, est présent à ma perception. Il n'est pas présent au même sens, avec le même degré d'intensité que ce qui m'est donné frontalement, en pleine vision, mais il est présent, c'est-à-dire qu'il est une dimension interne au champ perceptif. Ils n'ont pas une extériorité, en quelque sorte, extériorité externe, c'est-à-dire qui serait extérieure à ce qui est vu. Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut dire à partir de Bazin. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de voir par différence qu'il y a quand même de spécifique au procédé de focalisation ou au jeu perspectif mis en scène par une intrigue de type littéraire. Parce qu'on a beaucoup de mal à retrouver quelque chose du même ordre, précisément parce qu'on ne travaille pas sur une matière-image qui est de la spatialité, une sorte d'empreinte directe de la spatialité du monde. On travaille en littérature avec un matériau qui n'est pas d'emblée spatial. Donc, on peut approcher de ce sentiment de la fluidité ou du caractère centrifuge du réel, mais pas exactement par les procédés du cache sur lesquels Bazin veut attirer notre attention. Alors, à partir de cette thèse générale, il y a un ou deux décrochages théoriques que je veux indiquer à partir d'abord de Barthes, en fait, qui fait un commentaire, je cite brièvement ça, c'est dans La Chambre claire, donc un texte consacré au travail de la photographie, où il reprend les thèses de Bazin. En effet, l'écran n'est pas cadre mais cache, mais il ajoute, et ça c'est sa thèse personnelle, Bazin ne va pas jusque-là, il dit au fond, il y a un champ aveugle qui ne cesse de redoubler le champ du visible, la vision partielle qui nous est offerte dans les limites du cache, et ce champ aveugle, en réalité, n'est pas simplement confiné au hors-champ effectif, celui qu'on devine négativement derrière l'écran ou de l'autre côté de l'image. C'est un champ aveugle qui traverse en réalité le champ du visible. Dès qu'il y a un punctum, dit Barthes, un champ aveugle se crée, se devine. Comme si chaque point de l'image, pour autant qu'il vous pointe, qu'il ait cet effet qui présente cette saillance qui retient votre attention, chaque point de l'image peut virtuellement faire surgir un champ aveugle. Donc c'est une façon de dire, d'entériner ce que Bazin suggérait déjà, à savoir que le hors-champ au cinéma n'est pas une limite externe, mais une limite interne à tout le champ du visible. Mais Barthes va plus loin, fait un pas de plus, il suggère quelque chose de plus inquiétant, c'est qu'en fait, il y a une multiplicité de hors-champs, au-delà du grand hors-champ, du hors-champ littéral, qui est indexé à un certain choix de cadrage, au sens technique. Il y a une multiplicité de hors-champs ou de champs aveugles qui sont en quelque sorte disséminés, virtuellement disséminés dans l'image, et c'est sur ce point que, évidemment, va embrayer quelqu'un comme Bonitzer en suivant notamment les analyses de Noël Bourges. Bonitzer est très sensible au fait qu'à l'intérieur du champ, il y a des phénomènes de cadrage et de surcadrage. Si vous filmez, comme on le voit, on l'a vu brièvement dans l'extrait de Wong Kar-wai, une scène d'intérieur avec à l'intérieur des parois, des angles de murs qui découpent la scène et aussi, et surtout, des portes ou des seuils qui marquent non seulement la césure entre deux espaces internes ou deux régions de cet espace, mais qui le font en découpant à nouveau, en quelque sorte, un espace à l'intérieur de l'espace, recadrage ou surcadrage. Tous ces procédés, auxquels il faudrait ajouter les procédés d'occultation, qui font qu'il y a une partie du visible qui est occultée à l'intérieur même du champ par le fait qu'un personnage peut s'interposer et donc vous empêcher de voir ce qu'il y a derrière, etc., ou vous parois. Tous ces procédés pris ensemble accentuent le sentiment qu'en fait, il y a une série de discontinuités, de coupures,
qui organisent la profondeur de champ spatial et qui font proliférer en fait des modalités discrètes ou furtives du hors-champ à l'intérieur du champ. Bon. Alors, Bonitzer déroule cette pelote, accentue la dimension de discontinuité de coupure dont il dit que Bazin tendanciellement la refoule. Hein, le cache, en réalité, tel qu'il est présenté par Bazin, fait quand même quelque chose comme une opération de découpe. Il démarque, c'est même le terme qu'utilise Bazin. Il découpe sans avoir à cadrer, très bien. C'est une coupe mobile, bon, mais une coupe mobile, ça n'est rien d'autre qu'une série de cadrages et de recadrages. C'est une sorte de découpe continue. Donc, ce qu'il faut refaire affleurer au premier plan pour bien comprendre ce qui est en jeu dans la configuration spatiale au cinéma, ce qui a été refoulé non seulement par Bazin, ce n'est pas vraiment de sa faute, mais par le cinéma lui-même, à partir de la stabilisation de sa grammaire classique, disons à partir des années 30, c'est justement cette dimension de coupure ou de discontinuité. Pour la faire réapparaître, il faut aller voir de près ce qui est en jeu, évidemment, dans le cinéma plus moderne ou expérimental, où on va transgresser les règles de bienséance que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a la règle des 180 degrés qui organise de façon cohérente, en donnant une sorte d'impression de continuité, des alternances de champ contre champ. C'est ce qui, pour aller vite, c'est ce qui interdit, en fait, quand vous avez des gens qui se regardent, qui s'envisagent réciproquement, typiquement dans une situation d'interlocution, de face à face, dialoguer, pour éviter d'avoir le sentiment qu'ils regardent dans des directions différentes, il faut faire en sorte que les lignes de regard, telles qu'elles vous apparaissent à vous, aient l'air de se croiser, que les directions ne soient pas parallèles. S'ils regardent de façon parallèle dans la même direction, vous perdez le sentiment qu'ils se regardent l'un l'autre. On a l'impression qu'ils regardent tous les deux par la fenêtre. Alors ça, c'est systématiquement transgressé dans l'extrait que j'ai donné, mais ça l'est de façon plus furtive dans des tas de films, y compris classiques. Et de même, la fameuse règle des 30 degrés, qui est une règle de raccord dans l'axe, c'est-à-dire que si tu fais un raccord dans l'axe ou la direction du mouvement, il ne faut pas faire une embardée ou un écart de plus de 30 degrés, sinon vous perdez le sentiment de la continuité de l'action en train de se dérouler, etc. Et donc, Bonitzer est à l'affût des faux raccords qui échappent à la règle et qui font apparaître, qui font refluer au premier plan, non, au contraire de refluer, qui remettent au premier plan justement cette dimension de discontinuité qui lui paraît être inhérente au procédé même du cadrage et à la constitution du hors-champ. Contrairement à ce que Bazin a voulu nous faire croire, la pratique du hors-champ comme constitutive de la spatialité cinématographique et pas dans la continuité de l'expérience visuelle ou perceptive native d'un sujet qui s'ouvrirait au monde et qui se laisserait traverser et embarquer par les mouvements du monde. C'est une opération de montage et de trucage foncièrement. Donc, ce que ça produit, c'est un espace qui, même quand il est bien recollé, même quand il est composé de façon à suggérer une continuité d'ensemble, est foncièrement truqué. C'est un espace qui est fondé sur une boiterie, comme il dit tout à fait à la fin de l'extrait que j'ai choisi. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a refoulé systématiquement la continuité? Pourquoi est-ce qu'on a voulu nous faire croire que l'espace avait cette espèce d'évidence phénoménologique que décrit Bazin? C'est pour deux raisons principales, qui sont deux raisons idéologiques, en fait, en un certain sens, mais qui peuvent s'énoncer de deux manières. On peut dire que ça renvoie d'une part à une décision de type éthique concernant le sujet, la place du spectateur, le type de subjectivité que le spectateur est prêt à assumer pour son compte, et puis d'autre part à une décision sur le type de cosmologie, le type de monde qu'on veut offrir à la représentation. La décision éthique concernant la position du sujet spectateur, c'est on veut lui donner une maîtrise minimale, optimale, de la profondeur de champ. Il ne faut pas que l'objet lui échappe. Il faut qu'il puisse suivre. Il faut que le film procure un sentiment de cohérence. Il faut que les idées s'enchaînent de façon à créer une sorte de sentiment de sécurité. Il faut qu'on puisse suivre. Je le dis vraiment de façon très, très simple. Sur la version cosmologique, là, c'est l'idée que chaque plan doit, et on voit ça très clairement dans l'explication de Bazin, chaque plan doit en quelque sorte être ordonné à un espace enveloppant, un espace de plongement global sur lequel il est prélevé, un espace qu'on suppose, lui, peut-être pas homogène, mais en tout cas continu,
sinon centré, du moins centrable, c'est-à-dire qu'on peut y occuper des positions, des points de vue, et ces points de vue sont amenés à se recoller de façon cohérente. Bon, on présuppose en fait un plan d'opération qui est l'espace enveloppant tout entier, ou ce que Bazin appelle le monde, parcouru de mouvements centrifuges. Donc, il y a une certaine cosmologie, une certaine idée du sujet, et tout ça converge dans des choix qui consistent aussi à interpréter le cinéma d'une certaine façon, mais aussi à privilégier une certaine grammaire du film. Bon, l'enjeu pour Bonizzer, tel qu'il le présente, c'est au fond de résister à ça, et de résister à ce qui en est au fond le principe secret, à savoir une certaine idée de la fiction. Là, je rejoins le thème du séminaire. C'est-à-dire que pour lui, c'est parce qu'on est prisonnier d'une idée, d'une conception réaliste de la fiction, il parle d'un réalisme de la fiction, c'est parce que on associe la spatialité filmique à une certaine profondeur fictionnelle. Par là, je suppose qu'il entend l'unité ou la cohérence globale d'une fiction, qui peut prendre la forme d'une histoire racontée, qu'on va en quelque sorte faire passer au second plan et jusqu'à un certain point refouler des opérations de montage qui ne cessent de réintroduire de la discontinuité. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'écarter de l'attrait de la fiction, une certaine idée réaliste de la fiction, pour laisser affleurer la réalité filmique qui, dit-il, et là il a un vocabulaire qui est très proche de celui d'Ingarden, il dit c'est une réalité qui est pleine de trous. Elle est pleine de trous. Et donc si on revient à la position du spectateur et à cette condition idéologique, qui est le sujet spectateur comme en position de maîtrise, il faudrait accepter, en abandonnant le réalisme de la fiction, que le sujet lui-même soit fondamentalement instable, incapable de maîtriser le spectacle qui lui est offert, et donc aussi lui-même déstabilisé, peut-être porté à une position plus critique, plus questionnante, etc. Alors, je termine en faisant remarquer que ce texte, dans l'état où il est présenté là, c'est un texte de 1976, propose, au-delà de ces remarques critiques, qui visent explicitement Bazin, une lecture ou un cadre théorique global qui est, on pourrait dire, celui d'une sorte de matérialisme de la fiction cinématographique qui consiste à lutter contre l'attrait ou l'emprise de la fiction en remettant en scène, en remettant théoriquement en scène les conditions techniques, les conditions opératoires du cinéma, c'est-à-dire, d'abord le fait, en effet, que l'usage de la caméra fait éclater la scène théâtrale, le cube de la représentation, mais que tous les procédés techniques qui sont associés à ce geste, les coupes mobiles continues, les opérations de décadrage, etc., loin de conforter l'idée que le cinéma serait en quelque sorte en continuité ou produirait une sorte de représentation plus intense, hyperbolique, d'un état du monde qui serait cet espace fluide, plastique, animé, presque animiste, qu'imagine Bazin. En réalité, toutes les conditions techniques, les conditions matérielles du cinéma pointent vers une réalité et un espace beaucoup plus effrayant d'un tout autre genre, dont la dialectique étrange du champ contre champ en fait donne la clé et qui est un espace, donc je disais truqué, boiteux, un peu monstrueux en fait, parce que en effet constitué presque exclusivement de discontinuité, et que c'est en effet en prenant conscience de ces conditions matérielles opératoires que ça devient tout à fait évident. Ce qui me fait dire, pour aller dérouler la chose jusqu'au bout, et donc au-delà même des intentions et du propos de Bonizzer, c'est qu'au fond, à l'horizon de toutes ces réflexions, de toutes ces discussions théoriques sur le statut de l'espace, de la spatialité fictionnée ici par le cinéma, mais on pourrait dire la même chose tout aussi bien de la littérature, il y a une fascination partagée, en tout cas partagée par moi, pour ce qu'on pourrait appeler un procédé rhétorique qui est identifié par un terme
un terme particulier, la métalepse. Et moi, j'en fais un usage beaucoup plus large. Je dirais qu'il y a quelque chose comme un horizon métaleptique qui consiste à voir dans la configuration spatiale du récit quelque chose pointé à l'horizon qui est une sorte de télescopage des conditions matérielles de la représentation et de l'objet représenté ou du sujet de la représentation. Pour le dire autrement, un télescopage, presque une identification et là je le dirais dans les termes d'Ingarden que j'évoquais tout à l'heure, de l'espace de représentation comme condition opératoire de la configuration d'espace et de l'espace représenté, de l'espace fictionné, celui qui est donné à lire ou à voir. Cette espèce d'écrasement des conditions matérielles de la représentation et des objets ou des sujets représentés, qui est, alors je dis c'est une métalepse en un sens large, en un sens peut-être un peu lâche, cette confusion des niveaux qui est au fond le vrai objet de fascination. C'est-à-dire c'est le moment où on pourrait dire, j'ai en tête une scène célèbre d'un film de Woody Allen qui est La Rose pourpre du Caire, qui est souvent citée comme exemple de métalepse cinématographique. Bon, c'est le personnage dans le film qui à un moment donné sort de l'écran et commence à marcher dans la salle de cinéma. Bon, le procédé littéraire équivalent, ce serait le narrateur hors champ, qui à un moment donné s'avère être un personnage parmi les personnages qu'il vient de décrire. Ou alors on rencontre l'auteur du livre dans le récit, etc. C'est cette espèce de télescopage ou d'écrasement des plans, il est à l'horizon de toute cette discussion. Et en fait, il donne une clé, peut-être déjà un premier abord possible de cet espace, cet autre espace, cet espace un peu inquiétant que je vois se profiler à l'horizon des configurations d'espace, qu'elles soient filmiques ou littéraires, de façon particulièrement frappante dans les exemples que je viens d'évoquer, ce que Bonitzer a en tête quand il parle d'un certain cinéma. Mais en fait, ça, je pense, une valeur très générale parce que on pourrait aussi bien inverser les choses et dire que ces exemples un petit peu extrêmes, un petit peu tératologiques, livrent la vérité de l'opération générale, de la mise en récit de l'espace, de la construction narrative de l'espace. Bon, il y a toujours un moment, au fond, où l'espace qu'on est en train de décrire, qu'on est en train de construire, de co-construire aussi par des opérations de lecture, et tout ce que ça implique, se remémorer des passages qu'on a lus, recoller les morceaux dans sa tête, configurer une sorte de carte mentale de l'espace fictionné, etc. Bon, tout ça, à un moment donné, nous fait toucher du doigt quelque chose qui serait comme alors au cinéma, on dirait le bord de l'image. En littérature, peut-être il faudrait dire le bord du récit, le bord de la fiction, c'est-à-dire le moment où on n'est plus très sûr d'être à l'intérieur de l'espace configuré par le récit ou déjà dans un rapport à un autre espace, à une autre dimension où on serait déjà en effet sur les bords, sur les marges du récit ou de la fiction. Donc je laisse pour un moment là le cinéma et je conclurai par quelques remarques, prélèvements dans le texte de Zoran, en vous disant simplement que cette question-là du bord de l'image, c'est-à-dire ce moment où, contrairement à ce que disait Bazin, à un moment donné, le cinéma est capable de faire sentir les bords de l'image. Et même, on peut aller plus loin, les bords de l'écran. C'est un procédé qui est systématiquement mis en œuvre dans les pratiques vidéo contemporaines. En fait, depuis une cinquantaine d'années, depuis que l'art vidéo existe, une partie du travail des artistes a été de compliquer l'affaire du cinéma en l'exposant, en exposant l'image mouvante dans des contextes divers, dans des formats et des médiums divers, mais de façon à, en quelque sorte, architecturer l'image et la faire entrer en communication avec l'espace d'exposition lui-même, de sorte qu'en effet, littéralement, les bords de l'image, que ce soit une image projetée dans un moniteur ou projetée directement sur une simèse, selon les procédés de projection habituels du film, de cinéma, l'image n'est pas simplement un cache dans lequel le spectateur est invité à s'immerger pour se laisser embarquer par des mouvements de monde,
mais c'est aussi quelque chose qui est accroché un peu à la manière d'un tableau. Donc, il y a des films accrochés, et le cache fonctionne aussi et plus souvent peut-être justement comme un cadre dans ce genre de contexte. Et donc, une façon de faire sentir et d'intensifier ça de l'intérieur de l'image filmique, ça consiste simplement à choisir, à mettre en œuvre systématiquement des procédés de représentation où la manière dont les objets sont filmés, par exemple en plan très rapproché, par des caméras haute définition, va rendre très sensible la limite, le bord, vraiment littéralement, les limites de l'image projetée, donc les limites de l'écran, quelle que soit la forme que prend ensuite l'écran, c'est-à-dire le point où s'effectue un raccord pas évident entre une certaine image mobile projetée sur un mur et le mur lui-même. Bon. Ceci pour rappeler également que parmi les expériences fondatrices du premier cinéma, du cinéma archaïque, le cinéma des premiers temps, des années 90 et 1900, on a rapporté souvent cette expérience qui est de percevoir les objets ou les sujets en plan rapproché, en gros plan, comme étant tronçonnés, littéralement décapités. On voit des hommes troncs, des têtes coupées, parce que le cadrage est vu comme une découpe, littéralement comme une découpe. Alors ça, c'est quelque chose qui, dans l'inconscient de l'expérience cinématographique, continue de nous hanter, et c'est très évident dans certaines pratiques de la vidéo contemporaine. Je referme la parenthèse et je reviens maintenant au récit de fiction et aux procédés narratologiques plus habituels, si vous êtes étudiant en littérature, ou chercheur en littérature, et qui sont le référent premier, le point d'appui premier du texte de Zoran. Je voudrais terminer en disant en quel sens il m'intéresse et pourquoi je l'ai choisi. Et je conclurai rapidement en disant, voilà, en expliquant pourquoi le concept d'espace total, dont j'ai dit qu'il constituait le point d'orgue de son article, qui est un article assez long, il fait une trentaine de pages. J'irai assez vite sur des choses plus connues et je m'attarderai davantage sur l'espace total. J'ai dit en quel sens l'espace total, en fait, était pour moi le point intéressant parce qu'il permet de lier ensemble la problématique ouverte par Ingarden, cette espèce d'espace de représentation nébuleux, un peu indéterminé, qui est non seulement l'arrière-plan, mais en fait le plan d'opération de toute configuration d'espace dans le récit, d'après lui, et l'affaire de l'espace cinématographique travaillée par Bazin et Bonitzer. L'espace total me semble être le point à travailler. Alors, comment est-ce qu'il y arrive? Je veux simplement dire un mot de sa méthode sans du tout détailler le contenu. C'est assez original. Bon, ce texte, qui est Zoran? Moi, je ne sais pas très bien qui est Gabriel Zoran, sinon qu'il est cité souvent dès qu'on parle de procédés. Alors, moi, je l'ai vu circuler des références à 7 articles précisément. Il est cité, par exemple, par Marie-Laure Ryan dans son texte de synthèse sur l'espace, mais je l'ai vu cité précisément souvent dans le fil de référence bibliographique habituel où il est question du simultané ou de la mise en scène de la simultanéité dans le récit littéraire. Parce que Zoran en parle à un moment donné dans son article. C'est presque inévitable quand vous parlez de l'espace. Il faut expliquer de quelle façon un médium essentiellement temporel, celui du récit, qui envisage les choses, qui les dit successivement, d'accord, de proche en proche, s'y prend pour suggérer la simultanéité d'actions parallèles qui se déroulent à distance. Et puis, il y a d'autres contextes où il est plus directement question de l'espace littéraire, et là aussi, le texte de Zoran est cité, mais Zoran lui-même, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait depuis, je crois comprendre qu'il est toujours au moins chercheur émérite dans une université qui est peut-être plus Haïfa, mais Tel Aviv, et qu'il a écrit beaucoup de livres pour enfants. Et récemment, un texte sur, si je ne dis pas de bêtises, sur un recueil d'articles sur la littérature grecque. Bon, ce texte, à mon avis, est un texte de jeunesse, mais il me paraît extrêmement articulé et philosophiquement très, très intéressant, parce qu'il pose vraiment, à mon sens, des questions vraiment de fond. La méthode générale, elle consiste chez lui à distinguer 3 plans ou 3 niveaux d'organisation, je le dis très rapidement, de l'espace fictionné. Le premier niveau, il l'appelle topographique. Pour aller vite, ça correspond à un espace qu'on se représente volontiers comme statique, d'un bloc, un espace de simultanéité.
et qui correspond à peu près à ce qu'on appelle l'espace au sens de l'espace environnant, au sens cosmique, hein, du Weltraum que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, alors que ce soit un référent externe, un espace qu'on connaît, ou un référent interne à la narration, c'est au fond le monde dans lequel cette narration se déploie. On pourrait dire que ça correspond un peu, ça correspond à ce que Marilyn Ryan appelle le story world, c'est-à-dire une sorte d'arrière-plan topographique en un sens très étendu, puisqu'il couvre tout ce dont la fiction est virtuellement capable de parler, et il constitue donc son espèce de référent absolu, ultime. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'il nomme chronotopique, en reprenant à Bakhtin le terme chronotope. Et pour aller vite, et ce terme est l'objet de beaucoup d'interprétations diverses, parce que Bakhtin le définit de façon assez lâche, assez diverse, mais bon, chronotope ici, et chronotopique, ça désigne des dimensions de l'espace qui sont liées à des structures imposées par la forme même de l'action ou du mouvement. D'accord ? Donc, c'est une notion qui est intrinsèquement spatio-temporelle. Elle est liée notamment à ce qu'on peut appréhender dans un récit comme étant de l'ordre de l'alternance de moments de mouvement, d'agitation et de repos. Donc ça, c'est une polarité importante, mouvement-repos. Il y en a d'autres qui sont des axes, des directions privilégiées, des lignes de force, et ça peut littéralement prendre la forme de déplacement physique dans un espace plus ou moins bien repéré, cartographié. Ça devient tout à fait évident dans les récits d'aventure ou de navigation, par exemple. Voilà. L'histoire suit littéralement un parcours. Mais le point, c'est que c'est en effet une notion c'est des structures qui ont un caractère spatio-temporel et liées à la manière dont l'action est mise en scène, en quelque sorte. Et puis enfin, il y a un niveau proprement textuel, et c'est là que, en quelque sorte, tous les fils convergent et que se construit véritablement l'espace signifié, l'espace configuré par la narration, on pourrait dire l'espace intrigué, si vous vous intéressez à la dimension de l'intrigue, par des moyens purement verbaux, proprement narratifs. On pourrait dire que les deux derniers niveaux, donc chronotopique et textuel, correspondent à peu près, si j'ai bien suivi, à ce que, dans un texte beaucoup plus récent, Marie-Laure Ryan appelle l'espace narratif, proprement dit, en laissant l'espace topographique du côté du story world, ou du monde de la fabula, c'est-à-dire de l'histoire, si vous voulez. L'espace proprement narratif, il résulterait de la manière dont des procédés textuels s'emparent des données chronotopiques de l'histoire pour les mettre en intrigue. Bon, sur cette base et sur cette espèce de stratification de base, le texte de Zoran développe des choses assez connues, en fait, mais il les rassemble dans une structure cohérente et assez convaincante. Des choses qui tiennent, par exemple, aux procédés de sélection qui font qu'une narration va s'intéresser de façon prioritaire à tel et tel lieu qui constituent des scènes d'action. Il met en évidence, comme le faisait Ingarden, mais de façon beaucoup plus précise et avec quelques exemples, le fait que ce procédé sélectif qui est inhérent à la mise en récit ne peut pas tout raconter et de façon continue. Donc, il y a des choix. Ce procédé sélectif doit être compensé par des opérations de remplissage, de filling in. Bon. Il y a des lacunes, des zones d'indétermination que, dans une certaine mesure, on peut s'employer à réduire par des procédés imaginatifs, qui peuvent eux-mêmes être encouragés par des suggestions, des indices livrés par le narrateur, par exemple. Mais à la fin, ce que relève Zoran, en reprenant et en citant Ingarden, c'est que l'espace dans lequel on travaille et l'espace auquel on aboutit, après avoir configuré tous les éléments disponibles, est de façon irrémédiable, en quelque sorte, caractérisé par des zones d'indétermination et des lacunes. On peut en remplir jusqu'à un certain point, mais, et c'est même essentiel à la logique ou à la dynamique de l'intrigue, qu'il y ait de telles zones d'ombre ou d'indétermination. Un autre auteur que je n'ai pas encore évoqué, qui est Sternberg, Meyer Sternberg, qui a fait beaucoup pour intégrer ces dimensions-là de la spatialité du récit pour rendre compte de la dynamique de l'intrigue et notamment de ces trois aspects principaux qui sont l'élément de curiosité lié à des choses qui ne sont pas sues, qui ne sont pas présentées, l'élément de surprise quand on apprend des choses auxquelles on ne s'attendait pas,
Et puis l'élément de suspense qui est en quelque sorte lié à cette dialectique de la curiosité et de la surprise, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que des choses soient dévoilées, à ce que des choses se passent, mais dans cette attente, il y a aussi une dimension d'indétermination qui est absolument essentielle. Et donc la configuration d'espace, avec les caractères un peu incertains que je viens d'évoquer, est évidemment un élément essentiel dans cette dynamique de l'intrigue pour les raisons que je viens d'évoquer. Doran dit aussi des choses à la fois connues mais bien synthétisées ici sur l'organisation perspective du récit qui permet de faire alterner, d'abord de mettre en œuvre des procédés déictiques qui travaillent sur une polarité de base qui est le ici et le là-bas. Ici, l'ancrage de l'acte d'énonciation, quand c'est par exemple un personnage qui parle et qui explique ou qui raconte ou qui décrit. Et son pendant dialectique qui est le là-bas, le ailleurs, avec là aussi différents degrés d'indétermination, c'est ce qui est au fondement en fait de l'organisation perspective du récit spatial. Des actes de parole sont localisés ici et là, à travers des instances qui sont des personnages ou des narrateurs, etc. Et ces localités prises ensemble constituent en quelque sorte de proche en proche quelque chose comme un monde où jouent des perspectives les unes sur les autres, mais pas nécessairement de façon absolument cohérente et certainement pas avec le type de cohérence que, par exemple, certaines traditions de représentation picturale a essayé de formaliser en développant la grammaire de la représentation perspective. C'est quelque chose de beaucoup plus fluide. Bon. Et donc, j'en viens à ce qui constitue ma conclusion, l'espace total. C'est-à-dire que une fois qu'on a énuméré tous les procédés proprement narratifs de la construction de l'espace figuré, de l'espace narré, de l'espace fictionné, il reste à prendre en compte quelque chose qui pour lui relève d'une logique proprement spatiale, et il dit en fait c'est un axe horizontal qui est le plus souvent négligé par les narratologues, et qui est la manière dont la spatialité de l'espace narré, l'espace intrigué ou figuré, peut être en quelque sorte redéployée pour elle-même, repensée, ou appréhendée pour elle-même, en quelque sorte à un niveau d'abstraction plus haut que les scènes que traverse successivement le récit en nous emmenant ici et là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est possible, et c'est même une opération très commune, cognitive très commune, il est possible pour le lecteur de faire un pas de côté et se dire mais dans quel monde ce récit m'a été raconté, ou, comme il faudrait dire plus proprement, quelle est la structure spatiale de ce monde que le récit a configuré. Et là, il faut redéployer les choses à un niveau autonome selon un axe qui désigne comme horizontal parce que, au sens où il est largement indépendant de l'axe temporel de succession qui constitue la colonne vertébrale du récit, selon lui. On a négligé cet axe, et cet axe est celui où se pose précisément le problème du recollement des morceaux d'espace, des lieux, des scènes, le problème aussi des limites plus ou moins claires associées par exemple à des champs de vision, des champs perspectifs associés à des moments ou à des scènes, à des personnages dans ces scènes. Problème aussi plus généralement de l'amplitude, du scope, c'est-à-dire l'extension ou l'amplitude de ces champs de vision associés à ces différents moments du récit. Alors, il donne l'exemple ici, par exemple, de champs de vision qui peuvent avoir une extension très grande et qui peuvent s'étendre à l'échelle d'une ville entière, sinon d'un pays, d'un continent. Il donne l'exemple d'un récit de Kleist sur un tremblement de terre au Chili en 1642, où il y a quasiment dans l'espace d'une phrase un procédé de zoom très violent, très abrupt, qui nous fait passer d'un plan d'ensemble sur la ville de Santiago, au Chili, vers un prisonnier dans sa cellule qui est sur le point de se pendre, qui est accroché à la corde. Alors là, il y a des questions d'échelle et d'amplitude qui sont suggérées, mais dont il faudrait se demander comment elles tiennent ensemble à l'échelle du récit total. Et on pourrait prendre un exemple beaucoup plus moderniste dans la construction, qui serait les pages d'ouverture du Sursis de Sartre,
c'est un exemple canonique pour essayer de penser le statut de la simultanéité fictionnée en littérature, où bon, il fait une sorte de, non pas de portrait, ce n'est pas une description, mais il propose une évocation du déroulement simultané d'une série d'actions parallèles dans un moment historique déterminé à l'échelle de l'Europe tout entière, en Allemagne, en France, en Espagne. Donc l'opérateur ici, le narrateur, est chargé en quelque sorte de mettre en scène un champ de vision qui couvre l'échelle du continent tout entier. Il ne peut pas soutenir ça à l'échelle du roman complet, mais dans les pages d'ouverture, c'est quelque chose de cet ordre qui est tenté. Et donc, toutes ces questions-là, qui sont des questions d'échelle, des questions de limite, des questions de connexion entre les morceaux d'espace, ainsi figurés, toutes ces dimensions convergent dans une question qui est celle de savoir quel est l'espace total ou l'horizon dans lequel l'assemblage spatial complexe des parties du récit ou des morceaux du récit vont pouvoir enfin tenir ensemble et en quelque sorte composer quelque chose dont le récit peut-être ne parle pas explicitement, n'est pas un référent interne au récit en tant que faisant partie du monde figuré, mais qui est l'espace de composition, l'espace abstrait de composition dans lequel tout ça tient ensemble. Donc, cette dimension de spatialité qui compose un espace en quelque sorte à l'horizon du monde figuré par le récit. Il faudrait y faire tenir aussi des choses plus difficiles à cadrer, pour le coup, en termes de lieux, en termes de localité, qui sont typiquement les événements qui sont étendus, multilocalisés ou étendus sur des espaces disjoints. Il donne l'exemple, en fait, qui devrait nous venir tout de suite à l'esprit, d'une conversation téléphonique. Alors, au cinéma, c'est facile, vous faites une sorte de... Vous faites alterner, c'est le grand syntagme alterné dont parle Christian Metz, la vue d'un protagoniste à un bout du fil et d'un autre à l'autre bout du fil. Vous savez plus ou moins clairement que 2000 km les séparent et ça marche comme ça. Dans un récit littéraire, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moyens de suggérer cette espèce de communication ou de connexion à distance et surtout suggérer l'unité d'un événement qui est distendu ou multilocalisé à cette échelle-là. Bon, et au fond, je reviens à mon problème, tout ça ne fait qu'accentuer la question cruciale qui est comment tout ça tient ensemble. Et comment peut-on penser, sinon se représenter directement, cet espace total dont on était parti avec Ingarden sur un mode très philosophique en disant qu'au fond, il était présupposé d'emblée, dès qu'on travaille à une mise en intrigue de l'espace, on présuppose et on se donne un espace total indéterminé, nébuleux, mais qui va, et c'est ça mon hypothèse, qui va néanmoins être informé progressivement au fur et à mesure que se construit l'espace figuré par le récit. Mais l'espace figuré par le récit, au fil du récit, n'épuise pas la question de l'espace total. Donc, la question se repose à un niveau d'abstraction supérieur. Il faut se demander, au fond, quelle est la bonne manière d'envisager globalement ces opérations de mise en espace, de spatialisation locale que produit le récit. Il faut voir comment tout ça tient ensemble. Et Zoran s'y essaye en remobilisant, c'est ça qui est original dans sa méthode, pour cette question précise de l'espace total, les trois axes ou les trois niveaux qu'il avait d'abord parcourus, topographique, chronotopique et textuel, pour montrer que, en effet, le final cut, si on peut dire, revient aux opérations d'ordre proprement textuel, parce que c'est là que se font les montages d'espace, mais qu'il est essentiel de maintenir actif, de maintenir présent les deux autres niveaux, topographique et chronotopique, pour donner tout son sens et toute sa consistance à l'espace total, et pour ne pas justement écraser, comme c'est généralement le cas, y compris chez les narratologues, c'est-à-dire ceux qui analysent le récit, ne pas écraser trop vite l'espace total sur l'espace figuré ou configuré par le récit. L'espace total a un niveau, a une autonomie ontologique, dirait Ingarden, moi je dirais logique, tout simplement, qui fait qu'il n'est pas la même chose que l'espace configuré. Justement, il s'en distingue par le fait qu'il est total, qu'il est un espace de totalisation, et que le récit, lui, n'a pas explicitement à prendre en charge cette question. Il peut laisser le monde narré à son état de dispersion native,
sans poser la question de comment tout ça tient ensemble. Alors, il y a des récits qui posent la question, notamment les récits d'exploration, ou des récits de science-fiction, on explore des structures spatiales qui présentent une topologie aberrante. Là, explicitement, la question est posée de savoir comment les morceaux tiennent ensemble. Il y a une nouvelle de, je crois que c'est Robert Heinlein qui met en scène une maison d'architectes complètement bizarre qui se redéploie dans la 4e dimension. Il y a aussi des récits fantastiques où l'intérieur d'un appartement est beaucoup plus grand que ses entours extérieurs, etc. Mais dans le récit classique, en fait, le récit lui-même ne prend pas en charge cette question. Mais c'est une question qui se pose néanmoins à un lecteur un peu pensif, un lecteur qui est capable de fermer les yeux, comme dit Ingarden, et de refaire en pensée, certains mouvements suggérés par le récit. Je cite page 332, c'est tout à fait à la fin de son texte, il dit, en anglais pour aller plus vite, « Total space, l'espace total, is an immense area of indeterminacy, une zone d'indétermination », il reprend le terme d'Ingarden, « and relative darkness, in which the complex of space, c'est-à-dire l'espace figuré, appears as an island of determinacy and clarity ». Donc on revient à cette idée que l'espace configuré par le récit se détache sur un fond indéterminé, qui est néanmoins un peu davantage que ce que Ingarden en disait, c'est-à-dire qui est néanmoins capable de suggérer, de façon peut-être obscure, une certaine manière de tenir ensemble, d'envisager en quelque sorte d'un seul tenant les différents éléments de l'espace composé. Alors, il insiste sur le fait que, évidemment, tout ça est au-delà du champ de vision, c'est-à-dire que ça ne peut pas tenir dans une sorte de vision totale qui récapitulerait l'espace complet du monde configuré par le récit. C'est un niveau qui déborde, disons, le champ perceptif ou ses formes figurées, mais qui néanmoins est tout à fait légitime et même se pose de façon insistante et de façon encore plus claire dans certains types de récits qui problématisent justement la question de l'espace. J'en ai évoqué certaines formes, notamment en science-fiction. Il y aurait bien d'autres exemples, y compris dans des textes classiques. Zoran donne des exemples chez Homère. Un exemple souvent rapporté, c'est l'espèce de grande ekphrasis ou description des motifs qui figurent sur le bouclier d'Achille au moment où on est en train de le réparer, ou je ne sais plus ce qui se passe au fond, dans l'atelier de forge d'Héphaïstos. Bon, il y a une sorte de télescopage d'espace à partir duquel on pourrait problématiser la question de l'espace total où se recollent ces dimensions. Mais c'est vrai que ça ne semble pas poser un problème particulier à Homère. Ce n'est pas thématisé, certainement pas thématisé par le récit. Alors, j'en termine maintenant par cette remarque. Il me semble que l'affaire que j'ai évoquée à partir du cinéma, d'un espace un peu monstrueux qui se profilerait, qui affleurerait en creux, en négatif, qui serait comme la forme en creux qui émerge dans les intervalles du montage, entre les plans. Raymond Bellour a écrit un beau livre sur l'entre-image, ce qui se passe entre deux images. Cet espace de représentation, comme dit Ingarden, un peu monstrueux, qui serait au revers, ou, je préfère en fait cette image, la forme en creux de l'espace représenté ou configuré par le récit. C'est l'affaire en fait du cinéma moderne et du cinéma expérimental, et aussi de certaines pratiques de l'art vidéo. Et ma suggestion, c'est au fond de prendre au sérieux ce qui est dit là, du côté des constructions de l'espace filmique, et d'essayer de le reprojeter, d'essayer de voir ce que ça donnerait. Ça, c'est une proposition, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si c'est faisable, peut-être que théoriquement, ça n'a pas de sens, mais essayer de le reprojeter au niveau local, pas à l'échelle globale de l'espace total directement, parce que l'espace total directement, on ne peut pas en dire grand-chose. Mais localement, en essayant de retravailler, par exemple, la question de la focalisation, de l'organisation perspective de l'espace narré, par exemple, la question des champs de vision dont parle Zoran, en y introduisant ce type de dialectique du champ et du hors-champ, du cadre et du cache, qui sont immédiatement disponibles pour parler des images ou des espaces cinématographiques. Qu'est-ce que ça donnerait si on travaillait cette question du hors-champ dans le texte?
Alors, on va dire, bon, le hors-champ, c'est taillé sur mesure pour les images, quoi. Pas tellement de sens de l'exporter directement. Et pourtant, Zoran ne cesse de parler lui-même de champ de vision. Et pourtant, il ne cesse de problématiser la question de ses limites, la question de son scope, de son ampleur, et la question aussi de caractère plus ou moins localisable. Donc, en fait, on peut poser ces questions qu'on pose spontanément à l'image, on peut les poser dans le cadre de la mise en récit de l'espace. Il ne me semble pas y avoir ici d'objection de principe. Après, qu'est-ce que ça peut donner pratiquement ? Il faudrait faire le travail, mais moi, cette suggestion m'est venue en lisant de près, pour l'occasion que signalait tout à l'heure Anne Duprat. On travaille autour de la question du hasard et de l'aléa dans le récit, en travaillant de près un texte de Dostoïevski qui est Crime et châtiment, et parallèlement à des lectures de Bakhtin justement sur le chronotope. Et ça m'a fait prendre conscience du fait que ce qui me fascinait au fond dans ce livre, et j'ai vu longtemps après que Jean-Philippe Toussaint aussi, d'une certaine façon, dans une préface qu'il a donnée pour l'édition GF, il parle très bien de ce sentiment un peu obscur, cette intuition un peu bizarre, c'est qu'au revers du récit et de tous ces enjeux narratifs, symboliques, intellectuels, etc., bon, au-delà du drame qui est mis en scène de façon magistrale par Dostoïevski, il y a quelque chose de plus sourd, de plus inquiétant, qui est simplement l'espace-temps, alors pour le coup complètement lacuneux et disloqué, et en même temps extrêmement dense, extrêmement serré, qui permet au drame de se dérouler où exactement, je ne saurais pas vous le dire, je sais abstraitement, mais je n'y suis jamais allé, que c'est à Saint-Pétersbourg. Il y a quelques localités qu'on finit par réidentifier. Ça se passe beaucoup sur des seuils entre deux appartements ou sur le palier ou dans l'escalier. Et tout ça communique de façon très intense, avec des effets de retour. Mais il y a aussi toutes les éclipses, tous les passages hors champ qui sont liés au fait que la narration est suspendue parce qu'un personnage est en train de dormir, et parfois très longtemps, ou que des actions qui se sont déroulées en quelque sorte dans le dos du lecteur sont rapportées avec un temps de retard. Bon, toute série de contretemps, d'ellipses temporelles mais aussi spatiales qui, prises ensemble, et au bout du compte, produisent cette impression de malaise qui est difficile à identifier pour le lecteur, mais qui pour moi est devenue très évidente, et qui tient à cette constitution, en quelque sorte, en excédent de l'intrigue, ou dans ses marges, ou en creux, d'un espace. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un espace-temps aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé du simultané, au bout du compte, mais c'était à l'arrière-plan de beaucoup de remarques que j'ai faites. Un espace-temps non seulement boiteux et truqué, mais véritablement inquiétant.